Et là ça en chie à tous les échelons, hein. Mon destin est entre mes mains, j'ai vu un truc qui a bougé, je me suis dit c'est parti, on est à 70 km du départ, là je mets tout. La pauvre roue toute neuve, elle a explosé dans le choc avec le trottoir là. Tuile. Salut les jeunes cyclistes dynamiques, ça va? On est au départ de la course On a de la chance ou pas au tirage? de Paris-Pucet. Paris-Pucet, c'est une des grandes courses en ligne d'Île-de-France qui est organisée par le club de Boulogne-Billancourt, l'ACBB. C'est le camion qui est juste derrière moi là. Et aujourd'hui, 135 km de course d'ici à Chevreuse jusqu'à la ville de Pucet dans l'Essonne. Au programme, la côte des 17 tournants, la descente des 7 tournants, la bosse de Chambremerie, la bosse de Senlis, pas mal de grands bouts droits dans la région de Rambouillet, et ensuite on se dirige vers Dreux par là et vers la ville de Pucet où sera jugée l'arrivée sur un circuit final un peu usant qu'on va parcourir. Non, moi ça va aller. Sur un circuit un peu usant qu'on va parcourir 3 ou 4 fois. C'est combien de fois le circuit final? C'est 3. 3 fois, hein. 4 fois. C'est 4 fois le circuit final. Faut pas se rater. Et voilà, au-delà de ça, je pense que moi comme je suis venu à vélo, 29 km, je ne vais pas non plus m'échauffer de ouf là. Il est 7h45, le départ sera donné dans 20 minutes. Nous voilà donc au départ de cette course en ligne de Paris-Pucet 2024. Je vous l'ai dit en intro, c'est une course de 135 km avec une partie en ligne sur des routes que je connais bien et une partie sur circuit avec 4 passages de la ligne d'arrivée. C'est très clairement la course la plus longue en termes de kilométrage sur ma saison 2024. En plus de ça, c'est une course Open 1, donc un niveau au-dessus du niveau de ma licence. L'an dernier, j'ai abandonné à 30 km de l'arrivée. Donc cette année, le plan, ça va être de mieux me placer dans les bosses, de pouvoir participer un petit peu plus au mouvement vers l'avant, enfin d'être combatif et d'être résistant pour arriver au bout cette fois-ci. Les conditions météo s'y prêtent, hein, il fait plutôt beau, on n'a pas trop de vent. Comme la route est sèche, on a peu de risques de chute et comme il n'y a pas trop de vent, on a peu de risques de bordures. Les bordures qui peuvent créer des grosses cassures et qui peuvent complètement faire exploser les coureurs. Je vous en avais parlé pour le Tour du Vexin, ici à Paris-Pucet, il va falloir bien se placer sur les différentes bosses du parcours parce que ça monte très vite. L'an dernier, j'avais fait mon tout meilleur temps sur la bosse des 17 tournants et on y arrive d'ailleurs, hein, c'est ici que le départ réel de la course est lancé. Oh, je suis ni bien placé ni mal placé, il y a beaucoup de mecs derrière moi, beaucoup de mecs devant moi. Si je veux attaquer, c'est pas forcément la meilleure des positions, mais bon, je suis pas non plus complètement au fond du groupe, donc il y a possibilité de pouvoir rester au contact sans forcément devoir trop s'arracher les tripes. Ici, dans l'arrivée au pied de la côte 17 tournants, il y a une très légère cuvette, parce qu'on est dans la vallée, si je ne me trompe pas, dans la vallée de l'Yvette. Et juste après, ça va se remettre à monter en pente douce autour des 4% de moyenne sur une longueur je crois d'autour du kilomètre environ, donc c'est une bosse qui peut se monter très très vite. L'an dernier on avait monté ce truc là à 30 km/h, limite il avait fallu freiner à l'entrée dans la bosse, donc là c'est maintenant, et il nous faut aussi freiner parce qu'à l'entrée de la bosse on trouve une voiture qui venait en sens inverse, même trois voitures qui venaient en sens inverse. Donc ouais, c'est un peu compliqué à chaque fois cette entrée dans la bosse 17 tournants. Mais bon, au moins je ne suis pas complètement au fond du groupe et je suis correctement placé dans les roues. Ça monte beaucoup moins vite que l'an dernier. Et tant mieux parce que j'avais absolument pas envie de refaire la montée à 450 watts. Du coup, comme j'étais pas très bien placé au début de la bosse et que ça monte pas très vite, ce que je vais faire c'est que j'essaie de me maintenir à peu près dans ma position. Et arrivé en haut, regardez, je me retrouve toujours au contact dans un groupe bien compact. Fréquence cardiaque, ok. Position, ok. Sensation, ok. Premier passage en bosse, ok, réussi. Le deuxième endroit sur ce parcours où il fallait éviter de se faire piéger dans le premier tiers de la course, c'était évidemment la descente des 7 tournants, comme on l'a vu l'an dernier. Alors cette année c'est particulier, enfin c'est un petit peu différent parce que la route est sèche, donc il y a un petit peu moins d'importance à être absolument à l'avant du groupe pour éviter les chutes. C'est quand même important, donc j'ai vraiment mis les watts pour pouvoir me porter à l'avant dans la partie plate juste avant que ça descende. Je suis un petit peu moins bien placé que l'an dernier puisque j'entame la descente autour de la 10e position plutôt qu'à la première position.
Et ça m'empêche pas d'avoir quand même la route bien proprement pour moi, pas avoir à freiner ou devoir gérer le peloton autour de moi, et d'être à l'avant si jamais une cassure se forme dans la descente, comme ça peut parfois arriver, hein. En définitive, bien se positionner au début de la descente, ça me permet à la fois de la descendre en sécurité et aussi d'améliorer ma position pour avoir un avantage tactique si jamais il devait se passer un truc dans les kilomètres qui suivent. Et c'est dans la fin de la descente qui devient un petit peu plus rapide qu'il va se produire une sorte de petite cassure. Regardez, là on voit que les coureurs ils ont envie de se barrer, ou en tout cas ils ont plus de vitesse que nous, et ça commence un petit peu à casser. Là le coureur d'Argenté qui est juste devant moi, il va laisser partir un petit peu devant lui, et là regardez, on est dans le tout dernier virage, et là ça casse. Donc là ce qui est cool, c'est que moi j'ai absolument pas d'envie d'attaquer à ce moment-là, d'expérience, en tout cas l'an dernier ça n'avait pas marché d'attaquer à cet endroit. Donc là je reste tranquille dans la roue du mec devant, j'attends, voilà, j'attends tranquille, je sais que de toute manière ça risque de revenir. Si j'ai besoin d'un argument de plus pour ne pas rouler, eh bien je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un de mes coéquipiers qui m'a dépassé dans la descente, donc j'ai un collègue devant, et avec Javier et Jordan, il n'y a pas besoin qu'on se complique trop la vie. Je veux dire là, voilà, je me laisse couler un petit peu dans le groupe en attendant la prochaine difficulté du parcours, la bosse de Champs-Romery qui arrive dans 1 ou 2 km. Donc pour moi, s'il y a baston, ce sera plutôt sur la bosse où c'est un peu plus difficile que dans cette partie de vallée qui roule très très vite et où c'est très difficile de faire la différence. 1 km plus loin, tous les fuyards sont rejoints, ils n'ont pas réussi à s'organiser, et je pense qu'ils se sont rappelés que 1 km après, il y avait quand même une bosse qui pouvait faire l'écrémage, et où il allait falloir avoir un peu des forces. Donc on va arriver en peloton complet au pied de cette bosse de Champs-Romery, et souvenez-vous, je sais pas si pour ceux qui ont vu la vidéo de l'an dernier, c'est une bosse dans laquelle on rentre par un virage en épingle un peu catastrophique, parce que ça rend le placement vraiment très important, et encore une fois, comme sur la première bosse, la bosse 17 tournants, j'arrive dans un positionnement un peu foireux, quoi, ni trop à l'avant ni trop à l'arrière. Je me fais un petit peu coincer, un petit peu tasser dans ce virage, mais voilà, je reste au contact, aucun problème, enfin il n'y a pas de souci particulier. À la relance évidemment c'est un petit peu difficile parce que je me suis un petit peu fait tasser, j'ai dû ralentir, il me semble que j'ai beaucoup freiné. C'est une relance bien longue et on est encore au-delà des... Ouais, on est encore à 500 watts. Et là, s'il y a une attaque qui part, je suis trop loin pour le voir, trop loin pour participer, ça roule un petit peu trop vite. Donc là, voilà, si jamais il y a un truc qui part sur cette bosse, c'est cuit. Ce qui est chouette en revanche, c'est que le peloton monte ça pas non plus trop vite, quoi. On est autour des 350 watts, là voilà, ça ralentit, donc il y a sûrement une velléité d'attaque à la relance, mais derrière, boum, c'est grave tassé. Voilà, quand ça monte à 15 km/h, 18 km/h, et que moi je suis autour des 350 watts, bah c'est à l'aise, ça se passe bien. Je veux dire, on est ok, on est dans ce qui me permet de grimper le truc en confort. C'est pas facile, mais si ça dure 3-4 minutes, franchement, c'est pas un drame. Arrivé en haut de la bosse, regardez, 161 battements par minute, on est limite en train de récupérer là. Donc aucun stress, tout s'est bien passé. Très content d'avoir passé les deux premières difficultés de la course, et je me prépare mentalement à attaquer la bosse de Senlis qui est la prochaine difficulté et qui va nous amener sur un gros plateau, le plateau des Molières. Et ce plateau là, si jamais il y a du vent, ça pourrait casser. Donc je me suis dit dans ma tête que la bosse de Senlis, ça allait probablement être le premier endroit où un mouvement pourrait partir. Parce que voilà, si c'est difficile après la bosse, c'est clairement un endroit où des écarts importants peuvent être produits, quoi. L'approche de la bosse de Senlis, elle se fait en descente. Là on est monté à presque 80 km/h. Ensuite il y aura un carrefour avec un gros séparateur au milieu, donc il ne faudra pas se planter. Il va arriver d'ici quelques secondes, et derrière ça va continuer en cuvette, et ensuite ça va monter un petit peu comme la bosse des 17 tournants, parce que ça tourne pas. Voilà, le séparateur il est là juste maintenant. Et moi je vais me servir de cette partie en faux plat descendant ici pour pouvoir continuer à gagner des positions et être mieux placé au cas où un coup partirait sur cette bosse de Senlis. Je vais me glisser sur la gauche de la route au maximum. Là en plus je le sais qu'il y a des espèces de plots qui séparent le côté gauche du côté droit. Donc c'est assez dangereux d'être au milieu de la route. Là, regardez, les voilà. Et donc en restant bien sur le côté gauche de la route et en essayant de me faufiler comme ça, je vais essayer de me porter un peu à l'avant de ce groupe pour faire en sorte d'avoir la visibilité sur ce qui se passe à l'avant et éventuellement participer si jamais ça s'énerve. Ce qui est chouette, c'est que j'arrive ici presque tout à l'avant du peloton sans forcément avoir fait un gros effort parce que je me suis juste faufilé dans la descente. Là je suis autour de 160 battements par minute, j'ai encore à peu près 30 battements de réserve avant d'arriver dans la zone rouge, je vais mourir.
Et je me trouve donc au tout début de cette bosse de Senlis. Ce qui est chouette avec cette bosse, enfin ce qui est chouette et pas chouette, c'est qu'elle est presque droite. Ce que ça veut dire, c'est qu'on voit très très bien les attaques quand elles se produisent, même si on est assez loin, parce qu'il n'y a pas de virage pour cacher les coureurs. Donc ça va me permettre de regarder au loin et de voir ce qui se passe, de mieux comprendre la course, parce que la forme de la route, enfin le tracé de la route s'y prête. Donc là, je vais lever la tête en regardant Javier qui est en train d'avancer sur la gauche de la route. Et je vais voir que ça commence franchement à accélérer là, on est au-delà des 400 watts, ça commence un petit peu à allonger le peloton à l'avant. Regardez, on ne prend pas toute la largeur de la route qui est disponible, ça témoigne en général du fait que ça roule vite. Et sur ma gauche, je vois que ça avance, je vois même que ça tente de lancer des attaques. Et derrière moi ici, c'est Guy de Gouville, qui est un coureur de l'Entente-Aulnay-Drancy, connu pour ses raids au long cours. Souvenez-vous, le Tour du Vexin 2023 c'est lui, Barcy 2023 c'est lui. Moi je vois ça, je me dis intéressant, si un mec comme ça se porte à l'avant au 27e kilomètre, peut-être qu'une échappée pourrait se former, parce que mec très costaud, grosse chance de départ en échappée. Donc je reste sagement dans sa roue en me disant si jamais il bouge tu bouges, et là je vois que ça commence un petit peu à accélérer. On va le voir nettement sur la caméra arrière, hein. Là vraiment le peloton on est en train de le quitter plus ou moins en ligne. Alors c'est pas très violent mais ça accélère nettement. Donc je reste dans la roue, je me dis bon là ok t'es en train de participer à un moment, il faut que tu tiennes, hein, pas question de lâcher l'affaire, t'es dedans, maintenant que t'y es, bah t'y restes. Ça va rouler comme ça à un rythme soutenu jusqu'à ce qu'une attaque franche parte sur la gauche. Regardez là au fond à droite de l'écran. Il y a des coureurs autour de moi qui vont le voir, qui vont se mettre à accélérer, ça va désorganiser l'avant du peloton. Moi je vais essayer de rester au maximum au contact en m'arrachant au max. Là franchement on est déjà sur un niveau d'effort très soutenu. Là je dois rembrayer en voyant assez tard que ça relance très fort devant moi. Et là ça en chie à tous les échelons, hein. Derrière moi le gars il perd du terrain, moi je perds du terrain sur le mec devant moi. Je suis un petit peu tout seul ici là, donc faut que je raccroche les wagons. Là mon destin est entre mes mains. La fin de la bosse, c'est, on la voit là, c'est le petit bout de clairière très éclairé qu'il y a là. Donc là tout le monde essaie de rejoindre l'avant. Ça pourrait être maintenant, hein, le mouvement vers l'avant qui permet de créer une échappée très nette. En plus de ça, après cette ascension, je vous l'ai dit, hein, on a une partie en plateau, donc qui est très exposée au vent, où il n'y a plus du tout d'arbres. C'est vraiment de l'agricole à perte de vue, parce qu'on va virer à droite. Là juste après on vire à droite, regardez, on va voir les coureurs rentrer dans le virage ici. Au niveau de ce virage à droite, ça pourrait être le moment où la cassure va se faire. J'ai un petit peu tout le monde derrière moi, et là je me dis putain j'ai juste pas les jambes de relancer, parce qu'en fait là ce qu'il aurait fallu faire c'est relancer immédiatement pour enfoncer le clou et essayer de créer véritablement la cassure. Et là je ne peux rien faire d'autre que de rester dans les roues en me disant oh là là j'en peux plus, vite que je reprenne mon souffle, j'ai très mal, ça va pas être maintenant, en tout cas si je mets tout maintenant au 28e kilomètre, au 135e ce sera terminé. Donc la voix de la raison qui en moi me dit c'est peut-être pas le moment de tout donner, t'as participé, t'as tenté le truc, la cassure n'est pas venue, là c'est pas forcément à toi de relancer, on attendra un petit peu plus tard avant de mettre les couilles sur le billot et de vraiment jouer le mouvement sur cette course de Paris-Pucé. Alors le peloton est resté plus ou moins compact pendant quelques kilomètres après ça, et on a eu à la faveur d'une petite bosselette à la con, hein, un truc... typiquement le genre de boss non répertorié comme on pourrait dire sur les grandes courses, une échappée s'est formée juste avant cette partie ici exposée au vent. Une échappée s'est formée à ce moment là, elle a environ une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton duquel je fais partie, et je peux vous dire dans cette échappée ils vont rouler, mais vraiment ça va rouler très très fort. Et pendant que nous on est en train de se faire bordurer la gueule dans le peloton, eux ils vont s'entendre, ils vont rouler très très vite. Et à la fin de cette partie plate, que vous voyez à l'écran ici, hein, ils vont se retrouver avec 60 secondes d'avance sur le peloton duquel je fais partie. Même si les bordures c'était un peu dur à l'arrière du peloton, j'ai survécu. Je me sens pas non plus complètement fracassé. Je sens que j'ai encore des jambes, je sens que j'ai encore la possibilité éventuellement de former un contre, parce que l'échappée a l'air quand même d'être bien établie. Et après avoir tenté un truc sur la bosse de Senlis, mais être fait bordurer la tronche pendant 5-6 km, je me dis, je vais attendre le circuit final, je vais prendre toute la longueur de la vallée de la Chalouette, c'est le nom de ce petit ruisseau, pour récupérer et préparer une potentielle attaque sur les difficultés qui vont se présenter à l'entrée du circuit final et dans les tours à suivre. Chose promise, chose due, à l'entrée du circuit final on a une petite difficulté, j'ai vu un truc qui a bougé, je me suis dit bon bah c'est parti, on y va.
Et là, on est à 70 km du départ. Là, je mets tout. Donc là, les mecs sont un peu fatigués. On voit que ça suit un petit peu moins bien. Moi, je me sens encore bien. J'ai vachement de courage. Je me sens de tenter le truc. À ce moment-là, ce que je savais pas, c'est que devant, non seulement il y a l'échappée qui a désormais plus d'1 minute 20 d'avance, et en plus, il y a un groupe intercalé qui est sorti dans la vallée de la Chalouette et qui, au pied de la bosse que je viens de vous montrer, là, avait environ 40 secondes d'avance sur nous. Donc il y a beaucoup d'échelons de course. Dans le peloton, il y a beaucoup de mecs qui savent qu'ils ont un mec devant. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui vont te rouler dessus si tu sais de sortir. Et plus il y a d'équipes représentées à l'avant, plus les mecs vont te rouler dessus, plus ça va être difficile de sortir. Et là, en fait, on va se faire un petit peu piéger par cette situation. Autour de moi, c'est pas des quiches, hein. Là, à l'écran, on a Yann Roland du guidon provinois, maillot orange et noir. Devant moi, on a Alexis Hoffmann. Donc on a plutôt une bonne composition et on va essayer autant que faire se peut de se relayer. En tout cas, c'est vraiment l'impulsion que je vais essayer moi de donner pour faire en sorte qu'on continue à rouler très très vite, qu'on essaie de créer cet écart, de creuser cet écart et éventuellement de rejoindre le deuxième échelon de la course qui est désormais à environ 20 secondes devant nous. Donc on essaie de se relayer du mieux qu'on peut. Après voilà, c'est dur, hein, il y a de la fatigue et tout. Et il y aura surtout pas mal de mésententes. Ici par exemple, on va avoir un grand virage à gauche qui devrait poser aucune difficulté. Je sais pas trop pourquoi, il y a une cassure qui va se former à l'avant. Là, il y a un mec qui va mettre un relais un peu plus fort que les autres. Et ça va complètement nous foutre tous en ligne. On va vraiment pas comprendre pourquoi. Là, c'est tout cassé. Moi, je vois ça, je me dis, il faut boucher les trous absolument. Parce que si ça casse devant, il faut que je sois aussi devant. Avec un peu de chance, le mec qui est derrière moi, il va coller ma roue et on va pouvoir faire un autre mouvement vers l'avant. Donc là, je rejoins Yann Roland, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je lui prends un relais en plaçant devant lui et en espérant que potentiellement, après que j'ai passé ce relais autour des 400 watts, quelqu'un vienne me relayer à son tour. Mais quand je regarde derrière, il y a encore des trous, il y a encore de la désorganisation. Le coureur du VC Lucien qui est juste derrière, là, il est à un vélo et demi de Yann Roland. Moi, je le replace du coup dans le trou qu'il a laissé. Pour moi, on est vraiment dans le mouvement de course qui pourrait me permettre de revenir dans l'échappée. Donc, je vais vraiment donner le maximum. Ici, je vois que ça me relaie pas derrière, donc je vais y aller, quoi. Je passe un second relais, même si ça me fait dépenser énormément d'énergie en très peu de temps. Je demande un relais au mec du VC Lucien, et là, je me retourne et je comprends que en regardant, tout le monde est derrière, quoi. En fait, le peloton a recollé et on est une sorte de très grand groupe en une seule ligne. Et du coup, c'est-à-dire qu'on est en train de tirer le peloton pour rien, quoi. Je pensais que faire partie d'un contre qui était en train de boucher sur le second échelon de la course. En fait, je suis juste à l'avant du peloton à tirer tout le monde. On aura bouché 10 secondes quand même, hein, parce qu'on se retrouve à entre 15 et 20 secondes du petit groupe échappé. Alors, on le voyait pas visuellement devant nous, donc c'était difficile de savoir qu'on n'était pas si loin que ça. Ça n'empêche qu'à ce moment-là, je me dis bon, ça va être compliqué. On va attendre un autre moment de la course pour éventuellement s'extirper de ce groupe. Mais ça va clairement pas être maintenant, quoi. Allez, 2 km plus loin, on entre dans le village de Pucet. Ça va être notre premier passage sur la ligne d'arrivée. Il nous reste 4 tours à parcourir et environ 50 km. L'échappée à 1 minute 30 d'avance sur le peloton duquel je fais partie. Et le groupe de contre environ 1 minute. À ce stade, perso, moi j'en mène pas large. Je me dis que j'ai essayé quand même beaucoup de choses pour que ça fonctionne. Et ça n'a pas l'air de vouloir casser. Alors qu'à environ 30 km plus loin, après une série d'attaques qui n'ont pas donné grand chose, mais il y a quand même des petits groupes qui ont réussi à sortir en grappe, on se retrouve à avoir toutes les voitures de toutes les équipes qui nous dépassent. Là, on comprend que l'échappée est en train de nous mettre 2 minutes. 2 minutes complètes. Donc là, voilà, à 36 km/h sur le plat avant dans le dos. Tout le monde autour de moi est en train de se dire bon, là, c'était pas notre journée. C'était pas notre journée. C'est plutôt celle de nos collègues qui sont devant. Nous, là, on verra. On va voir ce qui va se passer. On va sûrement essayer de se battre pour quelque chose comme la 30e place. Mais c'est pas pour nous aujourd'hui la victoire. Du coup, fast forward au dernier tour, là je me dis c'est cool, je termine cette course dans le peloton.
Et on va essayer de faire du mieux qu'on peut dans l'emballement final. Là, je crois qu'on joue très exactement la 38e place. On est encore une soixantaine dans le peloton. Donc je me prépare mentalement du mieux que je peux. Là on a une petite descente, après on va avoir une partie un petit peu sinueuse, vous allez voir. Et notamment un rétrécissement dans le virage suivant, qui si on voulait le passer vite nous obligeait à passer sur la gauche. À un endroit il y avait un trottoir. Et donc là on est au 4e tour, c'est la 4e fois que je passe à cet endroit. Et pour la 4e fois, je vais sauter ce petit bout de trottoir sur la gauche de la route, écoutez. Bon, du coup ça a tapé super fort la roue arrière, j'ai vraiment mal synchronisé le petit bunny up sur ce petit trottoir à la con. Et donc là, à quoi je m'attends, c'est que je vais me retrouver avec zéro pression dans très peu de temps. Donc je me dis, bon, peut-être que je vais perdre de la pression, je vais voir un peu. Donc j'essaie de passer au maximum les difficultés, un espèce de radar sur le parcours qui est le dernier passage. Donc là, je me dis, bon, à mon avis, je vais avoir zéro pression à la fin, donc je vais y aller tranquillou. Et en fait, ça a l'air de tenir. Je veux dire, niveau pression des pneus, ça a l'air d'aller. En revanche, il y a un bruit du genre à chaque passage de roue que je trouve assez inquiétant, quoi. Bon, il y a clairement un truc qui va pas, mais il me reste que 5 km, donc on va essayer de rallier l'arrivée du mieux qu'on peut. Ça a l'air de continuer à rouler. Voilà, il n'y a pas de problème majeur, il y a un petit problème de bruit. Bon, ça pourrait être un peu tout et n'importe quoi, un rayon, voilà, une délamination de la roue arrière. Ça pourrait être plein de choses, mais la course continue. Malheureusement, 2 km plus tard, qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas la roue arrière, c'est la roue avant. Je n'ai plus de pression à l'avant. D'ailleurs, on le voit un petit peu à la caméra. Je sais pas si vous voyez, ça vibre un petit peu plus. On sent le mou du pneu avant. Et là, je commence à m'en rendre compte et je fais ouais, bon, mou de la roue avant à 56 km/h. C'est pas une situation d'avenir. Donc là, je me dis bon, je crois que je vais essayer de rester collé, voir si ça continue à perdre ou pas. Mais si vraiment ça perd trop, on va lâcher l'affaire. En plus, le bruit de la roue arrière s'intensifie. Et j'ai la voiture du club juste derrière pour réparer et relier à l'arrivée, quoi. Donc autant pas prendre de risques inutiles. Allez, on s'arrête dans la petite bosselette qui est juste derrière. Je me suis maintenu en mouvement. La voiture s'arrête. Et on va pouvoir changer la roue avant qui est percée, donc qui a plus de pression. Et la roue arrière, je vais pouvoir regarder. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que j'ai toujours de la pression. J'ai toujours de la pression. La roue, elle a souffert. Mais j'ai toujours de la pression à l'arrière. Donc, ça veut dire que je peux faire les 2 derniers kilomètres ou le dernier kilomètre en roulotant. Et c'est good, quoi. C'est évidemment ultra dommage que la course se termine comme ça, sur un double ennui mécanique, mais bon, ça arrive. Au moins, je rallie l'arrivée cette année. J'ai fait quelques trucs. Si j'avais pas eu ce problème technique, j'aurais probablement fini dans le peloton sans aucun problème. Et je suis super content d'avoir pu vous emmener sur cette rétro de Paris-Pucet 2024. Côté résultat, devant, victoire de Serkan Oğlun et doublé avec Guy de Gouville dont j'avais pris la roue dans la bosse de Senlis. 3ème place, Gaël de Cruy. Allez, petit débrief à chaud. Bon, résultat des courses, c'est le cas de le dire. Et ben on a fait du dégât là. On a fait du gros dégât. La pauvre roue, toute neuve. Elle a explosé dans le choc avec le trottoir là. Donc heureusement ça a tenu. La lèvre elle est encore bonne, mais toute la partie ça a complètement décollé, délaminé là, avec le choc. Et franchement je sais pas, j'ai roulé comme ça mais j'aurais pas dû, je pense. Enfin bon bref, de toute manière là à mon avis je vais pas pouvoir, je peux porter mon vélo, je vais pas pouvoir rouler. Et de toute manière j'ai aussi percé à l'avant, vous l'avez vu, j'ai changé par cette roue. Donc là, je suis condamné à rentrer en train. Moi, j'aurais bien voulu rentrer en roulant, mais ça va pas être possible. Ah, tuile.